Alors, je vais tout de suite passer la parole à Rafaela Ouyara, c'est comme ça qu'on dit, oui, Ouyara. Oui, voilà, donc, et je dois préciser que si vous êtes rattaché à Talim, vous êtes aussi donc, de l'université de San Paolo, donc à la FAPES, c'est ça. Et donc vous avez fait une thèse il n'y a pas très longtemps, en réalité, sur la métathéâtralité contemporaine. Vous avez publié pas mal sur le son au théâtre, et c'est un petit peu de ça, je crois, dont vous allez nous parler, avec une intervention qui s'intitule « Les archives comme source de création, l'utilisation de documents sonores dans le théâtre ». Je voudrais remercier Isabelle Kalinowski, que je ne connais pas personnellement, je ne sais pas si elle est là. Elle n'est pas là. D'accord. Donc, qui est coordinatrice de l'EUR. Oui, qui a été vraiment... on a eu des très bons échanges par email. Voilà. Et à Marie-Madeleine Mervanroux, qui a été ma directrice de recherche en thèse et en master. Et parce que c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui, parce qu'elles m'ont mis en contact avec Elisa, oui, Marguerite Hamon, avec qui j'ai échangé des messages l'année dernière et qui m'a invitée pour venir ici. Et je remercie beaucoup pour l'ouverture parce que vous allez voir, je ne suis pas du tout des archives, j'entre en ce moment-là. Et donc ça a été vraiment très, très généreux de m'inviter et d'écouter mes idées. Je suis vraiment flattée d'être là aujourd'hui. Et aussi, je remercie Nathalie Ferrand, voilà, et Pierre Musitelli pour l'organisation. C'était vraiment un bel événement, vraiment super. Donc, comme j'ai annoncé là, avant d'entrer en matière, je pense que c'est important de situer l'endroit d'où je parle, le lieu d'où je parle. Parce que, donc, comme j'ai dit, je ne suis pas des archives. Et je ne suis pas française, donc j'ai fait mon premier cycle au Brésil dans une formation qui n'a pas de correspondance en France. Donc j'ai été formée dans la pratique de la mise en scène et c'est un diplôme qui en France correspond à un master 1 en études théâtrales et un diplôme de conservatoire en mise en scène. Et ensuite, je suis venue en France et j'ai fait mon master et mon doctorat avec Marie-Madeleine Mervanroux. Et donc, pendant tout ce parcours-là, je n'ai pas vraiment, puisque pendant le master et le doctorat, j'ai travaillé sur le théâtre contemporain, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de faire des vraies recherches dans des fonds d'archives. Mais, pourtant, je travaille maintenant dans un projet qui porte sur les archives, ça s'appelle les archives sonores du théâtre. Et donc, pourquoi en fait, j'ai dû élaborer ce projet en réponse à un vrai besoin très concret du Centre de documentation du théâtre de l'Université de São Paulo. Parce que, en fait, ce centre de documentation, je pense que là, il vaut quand même une parenthèse, c'est quand même assez différent de la réalité française. Dans ce centre de documentation, il a été vraiment créé à l'initiative des professeurs pour vraiment sauver des documents qui allaient vraiment partir à la poubelle, se perdre. Donc voilà, c'était des profs qui se sont dit non, on va organiser comme on peut là. Donc il n'y a pas un personnel, il n'y a pas des conservateurs. Donc c'est la prof d'histoire du théâtre qui travaille en tant que conservatrice de ce centre de documentation. Et il fonctionne toujours par des projets. Donc il faut faire des projets pour avoir des bourses, pour avoir des gens qui travaillent et pour garder vraiment ce centre de documentation. Donc c'est une réalité, je pense, assez différente de ce qu'on trouve ici. Et parenthèse, et même avant, à la base, mais ça fait plus partie de ce centre de documentation, juste pour donner un exemple que je trouve très parlant, très éloquent, après la dictature, quand on a vidé le DOPS, qui était le département de l'ordre politique et social, qui était l'endroit où il y avait les archives de la censure, donc toutes les pièces qui ont été censurées pendant la dictature, et ils ont envoyé tout ça pour les déchets publics. Donc il y avait 3 camions qui partaient avec toutes les pièces, et par chance, l'un des camionneurs connaissait un prof de l'Université de São Paulo. Donc, en fait, il y avait plusieurs intermédiaires. Donc, quelqu'un a passé un coup de fil.
Et on arrive au prof, et il a dit, tout ça va partir aux déchets. Et il a dit, non, amenez à l'Université de São Paulo. Donc voilà, il a mis tout ça dans des salles. Et c'est un peu comme ça qu'on crée des archives. Il y a ceux de Rio, il y a la FUNAC, c'est pas que ça, mais quand même on a une réalité qui est assez différente. Et je pense que ça c'est un contexte qu'il faut avoir en tête. Parce que, voilà. Donc je travaille dans un endroit qui a quand même... Ah oui, et ensuite la police a décidé, donc après qu'ils ont publié plein d'ouvrages sur les archives de la censure, le département de police a dit non, mais en fait ces archives nous appartiennent. Et il y a eu toute une question juridique. Donc finalement, la police a récupéré les archives. Mais finalement, il y a eu des travaux qui ont été faits et on peut toujours y avoir accès. Mais bon, je ferme la parenthèse, mais je pense que c'est important pour illustrer un peu voilà, mon contexte. Et donc, en 2019, une créatrice son très importante de la scène théâtrale de São Paulo, qui s'appelle Túnica Teixeira, et elle est décédée. Elle a eu quand même 48 ans de carrière. Elle a travaillé dans les théâtres les plus importants de São Paulo, avec les metteurs en scène. Elle a vraiment fait... Elle a témoigné de l'histoire du son du théâtre de São Paulo, la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc, après son décès, c'est le Centre de documentation théâtrale qui a récupéré ses archives et qui était vraiment très bien organisé. Donc, elle a tout gardé. Donc, il y avait, je vais noter là, elle a gardé les cahiers, tous les cahiers qu'elle utilisait dans les processus de création. Il y a les pièces de théâtre avec des notes. Il y a des enregistrements sonores dans des supports, plusieurs supports, dont plusieurs déjà obsolètes. Et il y a les plans il y a les listes avec les précisions techniques des équipements. Il y a les plans de l'emplacement des équipements du son, tout ce qu'on utilise, tout ce qu'elle a utilisé pendant sa pratique, et aussi les indications pour la régie son des spectacles. Et elle a conservé tout ça dans des dossiers séparés par spectacle, et auxquels elle a ajouté des programmes des salles, des affiches, des critiques, des dossiers de presse. Et en plus de ça, il y a aussi les captations, pas tous les spectacles ont des captations, mais il y a aussi des captations en VHS et DVD. Et on a eu aussi récupéré sa bibliothèque et sa médiathèque avec une immense collection de disques, de cassettes, donc on peut comprendre un peu ce qu'elle écoutait. Ah, et il y a une chose intéressante aussi, c'est qu'elle a rédigé aussi un mémoire en 2003, dans le cadre d'une bourse de recherche qui est décernée à des artistes. Donc, elle a fait un mémoire sur la création sonore dans le théâtre de São Paulo pendant la deuxième moitié du XXe siècle, donc la période où elle a travaillé. Et elle a interviewé plusieurs créateurs son du théâtre pauliste. Et donc, voilà, je vais donner le contexte. Donc, le CDT, le Centre de documentation de théâtre, reçoit ces archives. Et en fait, ça pose un problème parce que, pas seulement pour le CDT, c'est un vrai problème dans les études théâtrales de comment on traite ces documents. Parce que, donc voilà, c'est toute la recherche de Marie-Madeleine et de son groupe de recherche. L'intérêt des études théâtrales pour la dimension sonore comme un tout, comme un ensemble, elle est très récente. Donc, on manque vraiment des méthodes, on manque de concepts, on manque des mots. Donc, il y avait ce projet de glossaire du son du théâtre. Et là, on voit, je fais une parenthèse, par exemple, il manque des mots qui sont juste trop évidents, en fait, pour ne pas exister. Par exemple, en brésilien, il y a sonoplastia, qui est la création sonore dans le théâtre. Et en français, il n'y a rien, en fait, c'est création de son. Il faut monter. Donc, quand même, pour l'éclairage, il existe un mot, mais pour le son, il n'y a rien, c'est quand même étonnant.
Donc, tout le vocabulaire du son, il a ce problème, et ça dans toutes les langues, je suppose, en portugais aussi, même si on a le mot sonoplastia, si on interviewe les différents... C'est le cas, j'ai fait une interview avec plusieurs créateurs son. Ils ne vont pas être tous d'accord sur ce que recouvre la sonoplastia. Donc, si on veut faire un vocabulaire contrôlé, par exemple, si on va faire des archives et on a besoin d'un vocabulaire contrôlé, les gens ne sont pas d'accord sur l'essence des mots et les concepts et ce que chaque chose recouvre. Donc, on a vraiment... il faut vraiment des bases. Donc, voilà, j'ai un peu... Je vais aller plus vite là. Et donc, j'ai élaboré ce projet dans le cadre d'un financement qui... Enfin, voilà. Je donne le cadre parce que je pense que c'est important pour comprendre comment il a été réfléchi. Donc, c'est un projet collectif où on peut engager plusieurs étudiants de plusieurs niveaux et où on cherche vraiment à créer des liens avec des institutions et à créer un réseau international, interdisciplinaire de recherche. Et, ça s'appelle Jeunes chercheurs, ça dure 5 ans et il y a un petit budget qui nous permet d'acheter des équipements, de faire venir des gens, faire des événements, des publications, etc. Et donc, le projet qu'on a proposé là, il est très vaste, mais l'idée, c'est ne pas d'être exhaustif, c'est de commencer, c'est de créer des bases pour que les gens continuent, même si c'est pour dire oui, non, ça ne marche pas, donc on va faire autre chose. Et on a trouvé que c'était intéressant de commencer par 4 axes. Donc le premier, il concerne justement les mots et les concepts, parce que c'est quand même très important. Et il va être dans la continuité du projet de glossaire raisonné qui a été porté par Marie-Madeleine Mervan-Roux, dont le LabEx transfère. Donc voilà, c'était à la base de cette EUR. Et l'idée aussi, c'est d'avoir des gens de plusieurs disciplines et de partir des mots importants ou de mots qui font problème pour essayer de voir comment ça a été, comment il s'est transformé du passage d'un média à un autre, ou sinon d'une langue à une autre. Et par exemple, le mot sonoplastia, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est intéressant parce que je n'ai pas fini cette recherche, mais j'ai vu par exemple, j'ai pensé qu'il était portugais. D'ailleurs, je trouvais ça bizarre parce qu'il n'y a pas d'équivalent dans les autres langues latines. Et j'ai commencé à chercher les occurrences les plus lointaines. Et au Brésil, ça remonte, j'ai trouvé des occurrences en 1939, à São Paulo et à Rio en même temps, et avec le même sens. Alors qu'au Portugal, ça ne remonte pas plus loin de 1950. Et il est utilisé entre guillemets avec une explication juste après. Donc, c'est un mot brésilien. Et bon, mon hypothèse, c'est qu'il a dû être créé par un besoin de la radio, parce que la radio, il y avait 2 professionnels qui travaillaient sur le son de l'époque de la radio-théâtre. Et là, il y avait peut-être besoin de 2 mots pour 2 contrats de travail différents. Mais c'est juste encore une hypothèse de travail. Mais c'est dans ce sens-là qu'on veut travailler, donc de chercher vraiment... comment ces mots du son du théâtre ont dû être influencés par des nouvelles technologies qui arrivaient ou par des professionnels qui venaient du cinéma ou de la télé ou d'un autre pays. Voilà. Le deuxième... je suis trop longue. Ah, ok. Donc je me dépêche. Le deuxième axe, ça concerne la génétique, parce que, par exemple, on n'a pas vraiment d'outils pour interpréter les documents qu'a légué Tunic. Et en fait, c'est un problème... En fait, ça va être très complexe, parce que non seulement il faut comprendre comment ces notes s'organisent les unes avec les autres, les notes concernant le son,
Donc les notes sur le cahier et sur le texte et les équipements. Mais le son, il est créé par rapport à d'autres sons. Et elle n'est pas la seule personne qui produit du son pour un spectacle. Donc, par exemple, parfois, elle fait de la musique, mais il y a une autre personne qui fait des effets. Et tout ça est en rapport avec la voix. Et il y a le metteur en scène. Donc, on cherche juste à créer des outils pour commencer à comprendre comment on peut lire ces notes les unes par rapport aux autres. Et là, pour commencer, on va probablement commencer par un spectacle qui est un monologue. C'est un comédien avec une radio. Et le metteur en scène, il a aussi légué ses archives pour le CDT. Donc c'est bien parce qu'on a les deux. Et le comédien est vivant. Donc on pense que c'est un bon début pour croiser ces archives et essayer de commencer à comprendre sur comment on croise ces notes et comment... Et qu'est-ce que ça nous permet de comprendre sur le processus de création, sur le rapport entre les différentes créations, et pour esquisser un peu comment ça se crée, parce que le son, c'est ça qui est complexe aussi, c'est que c'est polyphonique, donc comment toutes ces créations, elles se s'entremêlent. Oui, c'est ça, on ne cherche pas à trouver des réponses, mais juste commencer des pistes. Je pense que c'est un vaste travail, mais qui me semble vraiment très important. C'est clair. Du coup, en plus d'être polyphonique, c'est que chaque spectacle va demander un type différent de son, chaque esthétique, même chaque instrument. Donc, les notes, elles vont changer à chaque fois. Donc, ça me semble vraiment... ça va être vertigineux, mais ils sont quand même intéressants. Donc, le troisième axe, ça concerne la question de l'archivage, proprement dite, parce que voilà, donc c'est le groupe de travail qui doit prendre en charge tous ces côtés de conservation. Et aussi, on va numériser les documents de Tunica. Donc, il y a énormément de recherches à faire. Il y a des questions à se poser qui sont vraiment intéressantes aussi d'un point de vue scientifique. Et la partie la plus importante, qui était celle sur laquelle j'allais me pencher, c'était sur la création à partir des archives. C'est quatrième axe. Et moi, j'avais pas pensé dès le début, parce que je me suis dit, au début, je voulais juste comment on prend en charge les archives sonores de Tunica. Mais finalement, j'ai pensé à cet axe sur la création à partir des archives, principalement parce que c'est au sein d'une université qui privilégie beaucoup la pratique. Et en fin de compte, cet axe il s'est avéré très important parce que les archives sont vraiment très en vogue. Il y a de plus en plus de créations qui utilisent des archives, soit comme source d'inspiration dans le processus de création, soit comme un outil, puisque maintenant c'est très facile d'enregistrer. Donc il y a des gens qui incorporent ça dans le processus et ça change complètement les méthodes de création. Et il y a aussi la diffusion des archives, par exemple au théâtre documentaire. Il y a la diffusion des archives telles quelles, comme un ready-made. Il y a une personne qui est dans le groupe de recherche qui est argentine et elle travaille sur le théâtre documentaire argentin. Et là, par exemple, elle a des cas des spectacles qui vont diffuser le son d'archives historiques telles quelles, comme un ready-made, pour vraiment comme un collage. Et il y a aussi un autre type qui est très utilisé, qui est le verbatim, je ne sais pas comment en français, on dit verbatim aussi, qui est l'enregistrement original qui va être soufflé dans les écouteurs et le comédien va le reproduire tel quel. Donc, c'est quand même trop important pour ne pas être dans un projet qui s'appelle Archives sonores du théâtre. Et dans le processus aussi, il y a des archives sonores, des enregistrements sonores invisibles qui
qui pourtant font partie, forgent les spectacles, dont je n'avais pas pensé avant alors que je l'ai analysé pour ma thèse. C'est par exemple Philippe Ken. Il utilise des enregistrements de musique, il utilise des musiques dans les répétitions, mais ces musiques, elles ne seront pas dans la présentation du spectacle. Les musiques, elles sont là juste pour imprimer un rythme et créer un état. Mais quand même, il y a ce type d'archive qui est utilisé aussi juste pour... juste dans le processus de création. Et je pense que... Donc voilà. Ça, c'est un projet donc, qui n'est pas... J'avais pas un cas à amener ici, donc d'une analyse qui a été faite dans le passé. Donc ça, c'est un projet qui commence. En fait, il a démarré là le 1er octobre, donc il y a 5 jours. Donc mon but ici, c'était plutôt de vous exposer notre plan, notre projet, et d'amener ça à discussion. Peut-être que vous êtes fatigués là, je ne sais pas. Mais pour moi, ça a été très enrichissant de regarder les autres communications parce que j'ai vu beaucoup de choses qui font du sens et qui vraiment... il y a une confluence avec ce qu'on cherche à faire. Et voilà, je voudrais plutôt... et aussi, on cherche à faire, si ça vous intéresse, on cherche vraiment à créer des réseaux avec d'autres disciplines. Donc, si vous êtes aussi intéressé, on est ouvert. Voilà.